Un char de guerre apparaît au milieu de la ville et sème le chaos en détruisant tout sur son passage. À l'intérieur se trouve un ancien militaire ruiné par la drogue et l'alcool. Il n'a plus rien à perdre, il ne cherche que la vengeance. Le mercredi 17 mai 1995, à San Diego, en Californie, un militaire retraité souffrant d'alcoolisme et de toxicomanie entra avec détermination dans une base de la Garde nationale. Il était torse nu, sans aucune autorisation et sans armes. Par hasard, le portail du terrain était ouvert. Il se rendit directement au dépôt de véhicules militaires, grimpa sur un char M60 Patton de 58 tonnes et, après quelques tentatives, réussit à démarrer le moteur et à sortir dans les rues sans que personne ne l'arrête. Ce qui se passa à partir de là fut l'un des épisodes les plus absurdes et violents que les États-Unis aient jamais connus. Au moment du vol, un témoin sur la base militaire assista à toute la scène et alerta relativement vite la police. Cela servit peu, car la police elle-même fut dépassée. Elle n'avait aucune idée de la manière d'agir dans une telle situation. En quelques instants, une vingtaine de voitures de patrouille encerclèrent le char, mais elles ne savaient pas comment l'arrêter. Tirer ne servirait à rien à cause du blindage. Tenter de l'intercepter avec une voiture aurait été une mort assurée. En quelques minutes, il avait déjà écrasé une douzaine de voitures stationnées. Il renversa également des feux de signalisation, des poteaux électriques, des arrêts de bus et faillit même s'écraser contre la maison d'un voisin. Lentement, mais implacablement, il devint évident pour la police que, vu les manœuvres techniques, la personne qui conduisait le char était un professionnel qualifié. Face à la menace que cela représentait et à l'incapacité de le stopper, la police de San Diego activa le protocole d'urgence en demandant le renfort des Marines, un hélicoptère de combat Cobra équipé de roquettes anti-char. Par chance pour tous les habitants, l'hélicoptère ne fut jamais engagé. La police, encore sous le choc, attendait un miracle pour pouvoir l'arrêter. Pour l'instant, elle se concentrait sur la sécurité des civils. À travers un mégaphone, elle leur demandait tous de rester chez eux. Mais l'auteur de cette attaque n'avait pas réellement l'intention de tuer des innocents. This is the San Diego Police Department. Everybody go back in your house, get out of the street. This is the San Diego Police Department. Everybody get out of the street, go back into your house right now. Et pour commencer, le char n'avait pas de munitions. Il était vide. Il ne pouvait détruire que s'il vous écrasait, et il faut admettre qu'il eut plusieurs occasions d'entrer en collision avec d'autres civils, mais il ne le fit jamais. Tous les dégâts causés furent purement matériels. Soudain, dans un mouvement irrationnel, il changea de direction et entra sur l'autoroute pleine de circulation. Il tenta même d'abattre un pont piétonnier, mais celui-ci résista, alors il abandonna et continua sa route. La poursuite dura au total 23 minutes. Il écrasa plus de 40 voitures et, alors qu'il semblait que personne ne serait blessé, il décida de se dévier vers la voie opposée, pleine de véhicules. Le char se bloqua et resta suspendu entre les barrières en béton de l'autoroute, incapable d'avancer ou de reculer. C'était le miracle que la police attendait. 3 officiers se jetèrent sur le char, forcèrent la trappe et lui donnèrent l'ordre at gunpoint de s'arrêter. « Stop! Get out of the tank! » Mais il les ignora complètement et continua à essayer de libérer le char. La police n'eut pas d'autre choix. Le risque qu'ils réussissent à dégager le char et foncent sur la circulation venant en sens inverse était trop élevé. Un des officiers pointa son arme et tira, faisant s'effondrer le corps de l'assaillant sur les commandes du char. Mais qui était vraiment cet ex-militaire et quelle fut sa motivation pour commettre un tel acte? Il s'appelait John Nelson. Il entra dans l'armée en 1978 et, seulement 2 ans plus tard, en 1980, il en fut renvoyé pour des problèmes disciplinaires. Il retourna ensuite à San Diego, sa ville natale, et tenta de mener une vie normale. Il lança une entreprise de plomberie qui fonctionna plutôt bien et se maria en 1984. La vie semblait lui sourire. Il avait une maison, un chien,
une camionnette, ce que beaucoup appelleraient une vie tranquille. Mais en quelques années, tout commença à s'effondrer. En 1988, sa mère mourut et la douleur fut si grande qu'il commença à vivre de façon erratique. Il s'enfonça dans l'alcool, puis dans la drogue, plus précisément la méthamphétamine. En 1990, sa femme demanda le divorce et, la même année, il eut un accident de moto où il subit une grave blessure au dos. À l'hôpital, il se disputa avec le personnel et refusa qu'on le soigne, mais ils le firent quand même et ne le laissèrent pas partir. Il porta ensuite plainte contre l'hôpital pour 1 600 000 $ pour négligence et mauvais traitement, mais la plainte fut rejetée et l'hôpital lui fit une contre-plainte de 6 000 $. Pour aggraver encore les choses, en 1992, son père décéda. En moins de 4 ans, il n'avait plus personne de proche. Sa consommation de drogue augmenta considérablement. En 1994, on lui vola tous ses outils de travail dans sa camionnette et, sans outils, plus de travail, donc plus d'argent. On lui coupa tous les services publics de sa maison et la banque lui notifia la saisie de sa propriété. Sa petite amie de l'époque le quitta. En 1995, dans un accès de désespoir, Nelson commença à creuser jour et nuit dans son propre jardin dans l'espoir de trouver de l'or ou du pétrole et de devenir riche. Il prit cette idée tellement au sérieux qu'il présenta les plans au comté de San Diego. Les autorités rejetèrent immédiatement la possibilité qu'il y ait une mine d'or dans un jardin de maison et classèrent le dossier. Ce dernier choc de réalité fit complètement basculer Nelson dans la folie. Il replongea pleinement dans la drogue et, ce funeste 17 mai 1995, à l'âge de 35 ans, prit une décision irrationnelle qui allait mettre fin à sa vie en seulement 23 minutes. Il y eut beaucoup de débats aux États-Unis pour savoir s'il était nécessaire de lui tirer dessus ou s'ils auraient pu le neutraliser autrement. C'était un homme désarmé et, en définitive, il n'avait fait de mal à personne. What do you think? La police a-t-elle fait ce qu'il fallait ou fut-ce une fin injuste pour Nelson? Laisse ton like et abonne-toi si tu veux continuer à voir des cas comme celui-ci.